Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. Alors on va changer un petit peu les règles aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. C'est moi qui vais présenter, qui vais faire l'intro, qui vais poser les questions. Et donc j'ai avec moi monsieur Pierre Tassel et monsieur Thibaut Villemont qui étaient aux 6 heures de Spa pour la troisième manche du championnat du monde d'endurance. On a un petit peu de retard, hein. On va pas vous le cacher pour tourner ce podcast. On a pas mal de choses sur le feu, pas mal de courses à faire, pas mal de déplacements. Et un ordi qui a rendu l'âme. Un ordi qui a rendu l'âme. Bonjour à toutes et tous, salut Thibaut. Oui, on était à Spa effectivement, un peu en retard pour ce nouveau numéro de Track Limit. Du coup, on a pu digérer un peu tout ce qui s'est passé. Thibaut, tu vas pas me contredire parce que samedi soir, après la course, il y avait quand même pas mal de choses à analyser de cette épreuve. On va évidemment revenir sur les épisodes Ferrari et Alpine qui ont été deux animateurs principaux. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Et oui, il a fallu digérer, mais voilà, comme le dit Lolo, c'est surtout on est bien occupé. Mais on est prêt et on va débriefer de cette troisième manche du championnat du monde, l'année avant Le Mans. Est-ce que Ferrari a toujours gagné même après une semaine? Oui, il n'y a pas eu de changement de classement. Un peu de changement. Bon, ok. Donc Ferrari a gagné. Donc Ferrari a fait un doublé. Ferrari a fait un triplé en hyperpole. Est-ce que selon vous, c'est bon? Je pense que c'est quelque chose qui était attendu avant le meeting. Mais est-ce que le résultat final par rapport à Ferrari, est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment attendu selon vous? Oui, c'est pas une surprise quand on voit le scénario des deux premières courses, quand on sait comment est conçue la BOP, même s'il y a eu un petit changement pour Spa qui était notamment le petit changement de BOP. Bien sûr, on va revenir dessus. C'est en fait jusque-là le critère de compensation constructeur qui sert à niveler les autos d'une manche à l'autre. En fait, était basé sur les 3 dernières courses en date. Donc notamment pour les 6 heures d'Imola, c'était Fuji 2024, Bahreïn 2024 et Qatar 2025. Et là, en fait, au vu de la domination de Ferrari sur les 2 premières manches de la saison et des difficultés rencontrées notamment par Aston Martin, décision a été prise de changer un petit peu le système, à savoir que maintenant, les compensations constructeurs de chaque auto sont basées sur les 2 meilleures courses des 3 dernières. Que ça a permis d'accélérer, on va dire, à 50% le processus de mise à niveau. Ça a été un petit peu la surprise du chef en arrivant à Spa pour cette BOP. Et BOP, Thibaut, la BOP qui a été publiée assez tard d'ailleurs. Oui, assez tardivement. Alors est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai elle a été officialisée en tous les cas assez tardivement. Parce que je crois que oui, c'était le mardi, voire le mercredi, je ne sais plus. D'habitude, c'est le lundi soir en général. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. En tous les cas, il faut croire que les instances dirigeantes ont remarqué que il fallait peut-être agir plus vite que prévu. Après, Ferrari, comme on vient de le dire, la BOP étant basée sur les droits dernières courses en date, ils ont été étonnamment transparents à la fin de la saison 2024, après Austin, globalement. C'est vrai que ça a été plus compliqué après. En tous les cas, les 499P ont vraiment pas été dans le coup. Et au final, ça leur sert en ce début de saison 2025, quand Porsche et Toyota, eux, ont dû batailler ferme jusqu'à la dernière heure des 8 heures de Bahreïn dans la lutte pour les titres pilotes et constructeurs. Et donc, eux, à contrario, ils pâtissent de cette BOP basée sur les 3 dernières courses, puisqu'ils ont été plutôt performants. Ça explique en partie l'écart de performance qu'il y a en ce début de saison notamment entre ces 3-là, qui sont un peu les trois références, les 3 mastodontes de la catégorie hypercar, même si on a d'autres, on verra après, qui se rapproche dangereusement. La domination de Ferrari était attendue, malgré ce petit changement de BOP. Quand on a vu les valeurs, quand on les compare par rapport à l'an dernier, il n'y avait pas de raison que Ferrari ne soit pas encore dans le coup à Spa. Et surtout, on ne voyait pas trop comment Toyota et Porsche pouvaient l'être. Mais on vous a donné une raison pour qu'on a changé, on est passé de 3 courses à 2 courses? Je pense que c'est ce que je disais. Non, on n'a pas eu de raison officielle, mais je pense qu'ils se sont rendus compte après les 2 premières courses que fallait accélérer le processus de compensation, parce que sinon Ferrari allait encore se balader encore plus que ce qui s'est fait. Désolé, mais pour l'instant, c'est encore le cas là. Ah bien sûr, non, ils ont contrôlé, ils se sont pas baladés autant que à Imola par exemple ou au Qatar, mais oui, ça a été le cas, bien sûr. Ils ont contrôlé en tous les cas, ils ont contrôlé les débats et même si on va le voir après, notamment Alpine les a un peu chatouillés, ils évoluent encore un cran au-dessus de la concurrence. Après, comme on le disait, ce système de BOP, par contre, dès Sao Paulo, logiquement,
la Ferrari devrait rentrer dans le rang parce que là, si on se base sur les deux meilleurs des 3 dernières courses, bah, ils ont tellement dominé que là, c'est eux qui vont prendre un petit coup de bâton, si on peut dire, en comptant que, voilà, pour rappel, la BOP Le Mans n'entre pas en équation dans la BOP des autres manches du WEC. Donc, la BOP de Sao Paulo sera basée sur, pour chacun des concurrents, les deux meilleurs des 3 premières courses de la saison. Par contre, bon, avec l'attribution de points, on est quand même d'accord que le championnat, par contre, peut être plié après Le Mans en fonction du résultat des 24 heures du Mans. Parce que s'il faut attendre Sao Paulo pour espérer voir quelque chose qui change, je ne veux pas vous dire, mais c'est peut-être un poil tard, non? En fait, tout va dépendre, comme tu disais, Le Mans, c'est coefficient double. Si Ferrari fait un bon Le Mans, ça va être très compliqué d'aller les chercher, ça c'est sûr, parce que on aura dépassé la mi-saison. Là, on n'a jamais vu un écart aussi conséquent entre les deux premiers du classement constructeur. La dernière fois qu'il y avait eu un écart aussi conséquent, c'était là en 2012. Et pour cause, Toyota avait fait l'impasse sur les 2 premières manches, avait débarqué au Mans avec une voiture qui était toute neuve. Double abandon, forcément Audi était tout seul. Les barèmes ont changé. Maintenant, c'est les deux voitures qui marquent des points, alors que là, ces dernières années, c'était juste la meilleure des deux. Mais oui, l'écart, il est colossal. Et si Ferrari fait un bon Le Mans, bah, le championnat, oui, globalement, il est plié. Et d'autant plus que tu peux être sûr que les autres vont se manger les points entre eux. Tu peux être sûr que quand Toyota, Porsche vont revenir logiquement sur le devant de la scène du fait du calcul de la BOP à partir de Sao Paulo, j'exclus encore Le Mans, tu peux être sûr que forcément ils vont, la bataille derrière Ferrari va bénéficier à Ferrari, c'est certain. C'est certain, donc c'est sûr que après Le Mans, si on voit que Ferrari a encore un écart aussi conséquent que ce qu'on voit là, quasiment le double, bah, ça peut être vite plié et le suspense de fin de saison risque d'être peut-être un peu dilué, ça c'est certain. Cette année, on est censé avoir une BOP qui compense à 100%. Donc on est censé avoir que des voitures qui sont supposées, d'un point de vue théorique, encore une fois, entre la théorie et la réalité, il y a un monde, pouvoir faire les mêmes chronos. Donc derrière, la logique, au vu du système, voudrait que Ferrari rentre un peu dans le rang, que l'avantage, en tous les cas, qu'ont les 499p soit diminué. Mais derrière, oui, je vois mal, il n'y a pas de raison qu'une voiture domine de la sorte en deuxième partie de saison, parce qu'on a pu voir, alors, moins à Spa, où les écarts ont quand même en course été un petit peu plus restreint, même si, encore une fois, Ferrari semble contrôler les débats, semble vraiment, on a l'impression qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est derrière, en fait, ça se bat. Derrière, ça se bat et on a pu le voir à Imola, on a pu le voir au Qatar. Derrière, c'est assez serré. Ça revient un petit peu à ce que tu disais, Pierre, excuse-moi Laurent de te couper. Non. Ça revient un petit peu à ce que tu disais sur en deuxième partie de saison, on risque d'avoir les concurrents qui chipent des points. Et dans tous les cas, je ne vois pas en deuxième partie de saison un concurrent faire des triplés, des doublés, des doubles podiums, des week-ends où on fait pôle victoire, meilleur tour en course. J'ai du mal à le croire, mais on verra ce que la suite nous réserve. C'est quand même un peu dommage d'attendre la 4e course de la saison. Mais bon, bref. En fait, ce qui est assez ironique cette année, c'est qu'on n'a jamais eu des plateaux qui sont aussi beaux, tant en IMSA qu'en WEC. Et en fait, on est à mi-mai, on a eu un seul vainqueur dans les 2 championnats. On a eu Porsche qui gagne tout en IMSA, on a Ferrari qui gagne tout en WEC. Et en fait, quasiment, on a envie de dire, les débats, ils sont quasiment pliés. Je m'y serais pas attendu. Alors, les raisons sont pas les mêmes, attention. Même si à Laguna Seca, il y a vraiment eu en IMSA, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, Porsche, BM et les autres. Mais globalement, on va pas se mentir, les autres équipes en IMSA, pour l'instant, elles font pas le job. Wayne Taylor, ils sont pas au niveau. Et on a pu voir Laguna Seca, RLL, ils sont pas au niveau. Et Penske semble vraiment évoluer un ton au-dessus des autres. La voiture marche, mais c'est aussi beaucoup d'exploitation et du bon boulot. Pour continuer sur Ferrari, un petit mot sur la cagade dans les stands. La fameuse, c'est quand même ce qui a animé les discussions pendant la course et même un peu après l'arrivée. Je ne vais pas dire comment ça a été perçu sur place après coup, parce que la pénalité, quand même, pas la pénalité, pardon. La décision sportive est arrivée quand même très tard. Exactement. Mais sur la situation en elle-même, c'est autorisé de swapper les positions. Mais le truc, c'est qu'on a quand même failli shooter quand même des mecs avec les lollipops, et je crois que même il y a une Toyota qui s'est mal arrêtée quand on était à l'écran, je crois à l'écran avec Nick De Vries et tout, mais c'est que le lollipop man de la Lexus avait bougé, ça a un petit peu décalé tout, ça a un peu déconcentré tout le monde, et on a quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a un peu frôlé quand même, je vais pas dire le drame, mais on a quand même frôlé le contact, on va dire. C'est sûr que sur le moment, tu peux te dire qu'est-ce qui se passe en fait, parce que clairement, c'est pas une situation commune et ouais, c'est rare. Et d'autant plus qu'il faut rappeler, la course à ce moment-là est sous safety car. De ce qu'on a pu m'expliquer, la pit lane ne fait pas partie. En fait, la pit lane n'est pas soumise au régime de drapeau jaune sous safety car. Alors voilà, ça c'est effectivement la pit lane là où n'est le pas sur le règlement circuit, les amis. La pit lane n'est pas sur le circuit. Mais c'est là où justement la situation pouvait prêter à confusion.
Et alors déjà, il faut pour résumer, déjà, moi je dis Ferrari a tenté un coup et l'a réussi, puisque au final ils ont une réprimande. Mais c'est sûr que quand tu vois les mots de la décision du collège des commissaires, avec des mots comme assez forts, le mépris de la sécurité, c'est quand même, quand tu sais que c'est quand même un domaine où en général la FIA est très présente, qui veulent faire très attention à ça, utilisation abusive de la voie des stands, bon, il y a une réprimande au final. Bon, le choix a été fait, on n'est pas le collège des commissaires, donc il y a des éléments qui font qu'ils ont pris cette décision. Moi, une pénalité, et c'est ce que j'ai écrit, ça m'aurait pas paru scandaleux, mais effectivement, il y a visiblement les éléments ont parlé pour Ferrari, et du coup, ils se mettent dans une position qui est à ce moment-là pour eux la plus intéressante possible dans leur stratégie de course. Ça passe. Bravo, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi tenter. Ferrari a tenté quelque chose dans la voie des stands qui, sur le moment, paraît un peu particulier, mais au final, ça passe. Alors, certes, ils ont ensuite rééchangé les positions parce qu'ils avaient pris en compte le fait d'une potentielle pénalité pour, pour cette manœuvre. Et, sur et la gêne de l'ABM. Et alors voilà, c'est ça en fait, je pense, où il y a peut-être aussi quelque chose à débattre et qui sera peut-être aussi à préciser par la suite pour le règlement, je ne sais pas. Mais c'est là aussi, on voit que la BM, et c'est dit dans la décision, la voiture est obligée de freiner. Et on sait qu'en général, notamment pour toutes les situations de unsafe release, dans la voie des stands, quand une voiture doit freiner, en général, c'est pénalité. Ça n'a pas été le cas là. Moi, c'est ça. Alors, il semblerait que, pour ironie du sort, j'ai pas cherché les images. BMW l'a aussi fait. Ah bah il y a une décision. Il y a la décision suivante, Voilà. BMW l'a fait. La situation est un petit peu différente puisque c'est la 15 qui s'arrête au niveau du box scrutineering dans la voie des stands. Et du coup, la 20 peut passer. Donc là, il n'y a pas de gêne non plus de voiture. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, le règlement, swapper, comme on dit, intervertir les positions dans la pit lane, c'est autorisé. Y a rien, en tout cas, il n'y a rien dans le règlement qui l'empêche. Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien d'écrit pour l'empêcher. Voilà. C'est par ça contre, la la 50, je suis désolé, la 50 aurait dû laisser passer la BMW, qui s'est retrouvée gênée, qui a dû freiner. Pour moi, c'est équivalent à un unsafe release. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que oui, il y a beaucoup de concurrents qui ont pesté, clairement, et je reconnais que voilà, moi, ça me chagrine qu'il n'y ait rien eu, alors que, encore une fois, la BMW a été gênée. Si rien n'empêche dans le règlement de faire ça, bah, très bien, je fais confiance à Ferrari pour avoir fait le boulot, pour avoir scruté le règlement, et bravo à eux. Par contre, je suis désolé, ils ont gêné la BM, et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas possible. Et on parle pas, encore une fois, et tu as bien fait de le noter, qui est noté dans la réprimande, à savoir le mépris de la sécurité pour les mécaniciens qui ont la lollipop. Donc, derrière, moi, ça me chagrine. Après, ce qui est sûr, c'est que dans l'esprit, pour moi, il y a peut-être un point à éclaircir dans le règlement. Pour moi, il y a peut-être un point à éclaircir dans le règlement. Il y a clairement une zone voilà, grise. Voilà, quand même. Après, honnêtement, est-ce qu'ils avaient besoin de ça pour aller gagner? Je sais pas. Non. Alors, eux, ils disent que c'est une catastrophe parce qu'ils auraient dû mettre les voitures sur les skates pour les mettre dans la bonne position, machin. Quand tu vois le rythme d'Alessandro Pierguidi dans la foulée, c'est ça. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Pour avoir discuté après coup avec un des Lollipop Man qui était dans la voie des stands et qui s'est décalé. À l'image, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, on a vu qu'ils se sont décalés un petit peu, mais bon, on le voit d'assez loin, on ne sait pas trop. Je peux vous dire qu'il y a un des Lollipop Man qui a serré les fesses. Hein. Et justement, Pierre, comme tu dis, quand tu vois la FIA, tout le tintamarre que la FIA fait sur la sécurité, tu as quand même une décision qui est quand même assez difficile à comprendre en termes des mots, tu vois, des mots employés, je trouve, au mépris de la sécurité, et puis bataille de réprimande. Mais par contre, tu peux pas nier qu'il y a une logique entre juste sur le fait d'échanger les positions, hein, je parle pas de l'aspect sécuritaire, il y a une logique entre les deux décisions, entre Ferrari et BMW du coup. C'est-à-dire que tu as quand même une réprimande pour les deux. Il n'y a pas un qui prend une pénalité et l'autre non. Oui, mais il y en a un qui gêne et l'autre qui gêne personne. Voilà, mais c'est ça. Je parle juste de l'échange. Hein. Je parle pas juste des conséquences. Parce que moi, honnêtement, il n'y a personne dans le paddock qui m'a dit le règlement te l'interdit. Quand tu parlais avec les teams adverses, c'est juste le fait de gêner au final la BM. Mais encore une fois, pour moi, il y a une anomalie. Dans l'esprit, en fait, ça devrait pas être possible. Pour moi, tu devrais pouvoir doubler s'il y a une question de, effectivement, si la voiture a un problème, elle va à 20 km/h ou ce genre de choses. Mais bon, il y a quand même un truc un petit peu bizarre. Encore une fois, moi, à partir du moment et BMW l'a fait en tout début de pit lane, donc ils ont gêné aucun concurrent et il n'y a pas eu de mise en danger d'un mécano. Moi, je pense que c'est quand même une zone du règlement qui mérite d'être éclaircie. C'est une zone grise et c'est sûr que BMW, on l'a moins remarqué à l'image, je pense. Je ne sais même pas si on l'a vu d'ailleurs. Je ne suis même pas certain. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas que ce soit visible aux images. Voilà. Donc Ferrari, évidemment, on l'a vu, on a vu la BM. Enfin bon.
Évidemment, il faut faire un point sur la belle prestation une nouvelle fois d'Alpine. C'est peut-être un petit peu ce qui a aussi donné un peu de baume au cœur à cette course dominée par Ferrari, non? Vous êtes Oh bah d'accord? complètement. Ah oui, oui, complètement. Alpine, pour moi, c'est pas la bonne surprise parce que je pense qu'on a vu en fin de saison dernière Alpine et BM signer des performances très encourageantes. En fait, Alpine et BMW, on a la continuité hein, de la fin de saison 2024. Alpine, c'était vraiment la bonne surprise d'Imola parce que clairement l'année dernière, c'est le circuit où vous avez été plus en difficulté. Et là, voilà, super début de course de Fred Mako. Tous les pilotes ont été au niveau. Et c'est vraiment clairement la voiture qui a été en mesure de chatouiller le plus ces Ferrari. Ils ont eu cette petite crevaison, cette crevaison lente qui les a condamnés à un arrêt imprévu. Maintenant, clairement, ils seraient pas allés chercher la Ferrari 51. En revanche, oui, ils auraient certainement eu la deuxième place. Ferrari a eu beaucoup de réussite, on y reviendra certainement. Oui, c'est la belle prestation de Spa, c'est clairement Alpine. Et ça prouve encore que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pour moi Alpine et BM, c'est vraiment les deux constructeurs qui sont en train de transformer cette triangulaire Porsche Toyota Ferrari et ça va peut-être s'ouvrir très bientôt. Mais ça sur quoi? Sur le compte de l'expérience? La fiabilité qui a été améliorée et oui, bien sûr, il y a eu tout ce qui est. Faut savoir que c'est pas un championnat, c'est pas un championnat de performance, c'est un championnat de dynamique de véhicule et de power management. Et là-dessus, ils ont beaucoup progressé. Ils ont beaucoup bossé sur tout ce qui est amortissement, liaison au sol. Et ça voilà, ça a eu, c'est sûr que ça leur a apporté beaucoup. Il y a eu des changements dans l'organigramme. On connaît toute l'expertise d'un Frédéric Makowiecki, tant avec les pneus que d'un point de vue technique. C'est quelqu'un aussi qui a roulé pendant des années dans une grosse usine, à savoir Porsche, donc il arrive quand même avec des standards élevés. Il y a un Nicolas Pierre qui est absolument apparemment très précieux au poste de directeur sportif et qui met un petit peu d'ordre là où il fallait. Tout ça c'est bien. Après l'année dernière, on se souvient qu'il y a eu un double abandon au Mans avant même la tombée de la nuit. Depuis, il y a des modifications qui ont été apportées au moteur. Il semblerait qu'elles portent leurs fruits, mais est-ce que ça va tenir 24 heures? Ce sera assez intéressant de voir. Pour rebondir, Thibaut, sur ce que tu disais, oui, même en interne, ils estimaient qu'ils n'avaient pas le tempo pour aller chercher Ferrari. Et à contrario, Ferrari, eux, ils pensent que s'il y avait eu les deux Alpines au même niveau, ça aurait peut-être pas été la même. Et c'est aussi pour enchaîner sur ce dont tu parlais, c'est aussi cette pression mise par Alpine qui a ensuite fait aussi bouger Ferrari. C'est-à-dire qu'ils ont dû s'employer peut-être un peu plus que d'habitude jusqu'à un peu à l'amorce de la dernière heure où ça s'est vraiment envolé ensuite. Alors à voir, est-ce qu'une fois que tu auras deux Alpines au même niveau, ça sera aussi plus facile sur la stratégie de course, etc. Je ne sais pas. Mais ouais, Alpine a fait vraiment une sacrée prestation. Comme tu disais, Fred Makowiecki, son premier relais, je pense que on pourra le mettre dans les highlights de la saison, à mon avis. Il va falloir montrer dans toutes les écoles de pilotage certains dépassements, c'était vraiment magnifique. Pas tous, hein. Non, mais alors on va y Sur venir. la course, hein. Je parle sur la course, hein. La course ensemble. Il y a des dépassements qu'il vaut mieux pas montrer d'ailleurs dans les écoles de pilotage. Ben, on y vient. Il y a eu ce fameux épisode donc avec Mick Schumacher, Alessandro Pierguidi et Robin Freins. Qu'est-ce que tu veux? Mais on l'a déjà écrit, ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Oui, et c'est sûr que la manœuvre la bataille qu'il y a déjà eu dans Blanchimont, c'était un peu juste. Et c'est sûr que la situation qui est vraiment très limite, c'est la bagarre entre les trois voitures dans le raidillon, dans la descente vers le rouge, pardon. C'est trop limite parce que à ce moment-là, si Freins touche le mur, qu'est-ce qui se passe en fait? Et quand tu vois certaines autres situations qu'on a vues par le passé en sport auto, il y a eu des grosses pénalités pour des situations similaires. Là pour moi, il y a un vrai débat. Autant sur l'aspect réglementaire, ce dont on a parlé dans les stands, bon, il y a peut-être une faille. Là, à mon avis, et encore une fois, on parle de la sécurité aussi, c'est de la course, il n'y a pas de problème. Là, c'est passé. La question, c'est si ça passe pas, quelles sont les conséquences, quoi. En plus, il n'en est pas à son coup d'essai, quoi. Non, mais non. Honnêtement, il n'en est pas à son coup d'essai, Pierre Guidi. Il n'a pas besoin de ça, à mon avis, pour... C'est un racer hors pair. Ouais. C'est honnêtement, c'est pas vulgaire ou quoi, c'est un chien en piste. C'est un monstre, honnêtement. C'est un des meilleurs dans ces situations. Pour moi, c'est pas un mec qui sur un tour est excessivement véloce. On l'a vu, hein, sur un tour, il est moins vite que Giovinazzi, il est moins vite que Foucault en qualif. Par contre, c'est un chien en course, c'est un pur racer. En revanche, il n'en est pas à son coup d'essai. Moi, ça me chagrine. Et après, la question, c'est quoi? En fait,
aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens dans le paddock qui disent qu'il y a une inconstance au niveau des décisions prises, au niveau des pénalités. On punit quoi? On punit l'acte ou l'issue de la manœuvre. C'est ça. Dernière, aux 24 heures du Mans, il y a Pierre Goudy, le même Pierre Goudy, qui envoie Arclin en tête à queue alors que la numéro 8 est globalement en passe de gagner la course. Moi, là, on me dit, ah bah non, attends, Thibaut, on peut pas pénaliser la conséquence. C'est pas parce que la 8 est très bien placée et qu'elle est peut-être en passe de gagner la course que la 51 doit recevoir une pénalité plus que 5 secondes d'arrêt dans les stands qui, toujours à mes yeux, est vraiment aberrante. Mais on m'a dit, on punit l'acte. Ok, donc c'est pas un gros contact. Ok, très bien. Mais alors là, vous m'expliquez pourquoi en début de course, on inflige un drive-through à Sébastien Bourdet qui, au combe, se retrouve dans un. Il y en a de partout, il y a des voitures de partout. Ouais. Exactement. Il touche l'infortuné Julien Blower qui part en tête à queue. Sébastien Bourdet est pénalisé, il n'y a rien de dangereux, c'était le bazar, voilà. Et par contre, là, Pierre Goudy qui fait quand même une manœuvre qui est quand même très limite, sous prétexte qu'il n'y a pas eu de carton, on met rien. En fait, il y a juste un moment, j'aimerais savoir ce qu'on punit ou pas. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas attendre la catastrophe avant de réagir. Moi, je trouve clairement que il y a des situations où on ne peut pas se comporter comme ça. Et alors après, on lui a demandé de rendre la position, très bien. Mais il y a un moment, il va falloir peut-être être un peu sévère. Et surtout, voilà, c'est vrai que des fois, il y a un moment, je ne sais plus où passer le curseur. Je ne sais pas ce qu'on punit. On punit l'issue, on punit l'acte. C'est un sujet de discussion un peu dans le paddock là-dessus. Donc il faudra voir comment ça se passe sur les prochaines courses, mais je pense que ça mériterait d'être éclairci. C'est sûr que voilà, les deux exemples font que voilà, c'est Pierre Goudy à chaque fois. Pour moi, il y a une manœuvre où on a puni l'acte de façon très très light, et l'autre on a puni la conséquence. L'inconstance, elle est valable dans pas mal de championnats. Hein. Oui, mais alors que en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faudrait presque des tableaux. Alors oui, il n'y a aucun contact qui se ressemble à un autre. Mais là, c'est vrai que si Franz, il va pas taper Pierre Goudy, je pense qu'il tape le mur. Après, je suis pas pilote, je me suis jamais retrouvé dans cette position-là. Mais bon, lui, après, vous allez me dire, lui, il prêche pour sa paroisse. Lui, il dit clairement, je crois que c'est toi, Pierre, qui l'a vu après la course, où il disait que, oui, lui, il trouvait que c'était allé un peu trop loin. Et quand tu connais Robin Franz, qui n'est pas le. Oui, pas le dernier venu en piste, exactement. Tu te rends compte que justement là la manœuvre était peut-être vraiment au-delà de la limite. C'est pas qu'il y a eu une conséquence fâcheuse, mais et Franz le dit, on fait pas du DTM course d'une heure où le moindre espace doit être utilisé parce que sinon on peut ne pas avancer et prendre les positions. Là, c'est une course d'endurance, etc. Oui, c'est un moment très important de la course, forcément, au timing. Mais là, c'était. Enfin, moi, clairement, c'est trop. Et c'est la situation. C'est contre un mur dans la descente quand on sait ce qui arrive derrière avec l'enchaînement du raidillon. C'est aussi tout ça qui est, à mon avis, à prendre en compte. C'est pas une sortie d'une épingle en seconde à 90 km/h. Non, mais là, de toute façon, on reprend tous les événements de la course. Globalement, Ferrari ne pouvait pas perdre cette course. Hein. Ils ont même et le dernier. Thibaut, à la fin, ils ont quand même aussi bénéficié des full coursiers. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que la 50 décide de partir sur nos stratégiques, la 51 à la fin. Très bien. Hein, apparemment, le clan italien a appris de ses erreurs d'Imola l'année dernière. Et ils ont un bol monstre. Il y a 2 full coursiers-low. La voiture, elle termine à 0%. Il n'y a qu'un full coursier-low, il n'y en a pas. Elle n'est pas sur le podium. Hein. Elle n'est pas sur le podium. Ferrari, par la voix de Giuliano Salvi, qui est responsable essai. Exactement. J'étais le dit, hein, ils ont clairement. Là-dessus, ils ont aussi beaucoup de réussite. Donc, vraiment, Ferrari ne pouvait clairement pas perdre cette course. Pour juste continuer un petit peu sur Alpine, la prestation de la 35 depuis le début de saison, qui est quand même en retrait par rapport à la 36. Moi, je n'ai pas l'impression qu'en perf, ils soient vraiment en retrait. Non, mais en termes de résultats, je parle. Hein. Oui, ils ont un peu plus de mal. Il y a eu des accrochages par-ci par-là, il y a des pénalités. Moi, je les sens. Paul Houchatin fait un très beau début de saison, honnêtement. Hélas, le pauvre, on le voit pas, parce qu'en plus, quand il monte dans la voiture, il y a souvent plus grand chose à jouer, mais il fait un très beau début de saison. Mais globalement, l'équipage dans son ensemble semble un petit peu moins serein. Il y a Ferdi Habsburg qui prend des pénalités. Il y a eu de mémoire un accrochage au Qatar. Et des fois, il y a aussi des spirales. Hein. L'année dernière, c'était la 35 qui était le plus en vue en performance, même si c'est la 36 qui a fait le podium, à Fuji. Mais la 35 avait clairement un grand temps d'avance. Je crois que la 36 n'atteint jamais l'hyperpole l'an passé, là où la 35 l'atteint plusieurs fois. Ils sont peut-être dans une dynamique un petit peu moins bonne. Ça va revenir. Il n'y a pas de raison. En tous les cas, je trouve pas qu'il y ait une différence colossale de niveau. Il y a un équipage sur la 36 qui est quand même qui est très complet. On a un Mako très expérimenté, très bon sur le plan technique. On a un Jules Gounon qui fait le job, qui cherche pas à se mettre en avant, qui est aussi j'ai des très bons retours sur son ressenti et sur les feedbacks qu'il fait aux ingénieurs. Il y a Mick Schumacher qui est honnêtement
dans la lignée de ce qu'il a montré en fin de saison dernière. On a l'impression que c'est un nouveau Mick Schumacher qui a peut-être compris que sa carrière en F1 était derrière lui, mais qu'il n'y avait pas que ça. Là, honnêtement, il fait plus que le job, Mick, en fin de course. Alors, tout est fait pour le faire briller. Aujourd'hui, c'est le sprinter attitré, si on peut dire, de la 36. Il est mis dans ces conditions pour briller par ses équipiers. Mais je suis pas trop inquiet pour la 35. Il faut juste que ils se remettent peut-être certains les idées de l'ordre un peu dans la tête, si on peut dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que la 36 est un peu au-dessus, mais c'est pas tant perf pur. C'est en tous les cas la sensation que j'ai de l'extérieur. Que dire de nos amis de Toyota et de Porsche, qui sont un peu logés à la même enseigne avant le début des meetings quand on regarde les tableaux de BOP? Pour la Toyota numéro 8, c'est bravo. Mais alors vraiment bravo, parce que quand tu vois les paramètres qu'a la GR010 en amont des courses, comment aborder les courses avec la BOP, et le résultat que fait la Toyota numéro 8, qui a même émergé plus que dans le top 3 à un moment même, au vu des stratégies. Moi, il y a un moment, je pensais même qu'elle pourrait jouer la gagne. J'ai peut-être été un peu naïf, mais il y a un moment, je me suis dit, en fonction de ce qui se passe. Non, c'était vraiment. Tu vois pas une erreur quasiment, je crois, de Buemi, Hartley, Hirakawa. C'est à l'image de Toyota. C'est sans doute la meilleure équipe en exploitation, exécution aujourd'hui. Depuis longtemps même. Là, il faut une course parfaite en fait. Je pense qu'il y a rien à dire sur, si tu veux, sur la course en elle-même, hormis le fait que c'est parfait. C'est ce qui les sauve sans perfo. C'est ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'ils sont tellement impactés par le mode de calcul de la balance de performance, que de toute façon, sur le papier, c'est très compliqué de viser la victoire. Alors, c'est sûr que si tu leur mets des chevaux en plus, et si tu leur mets de la masse totale en moins, oui, avec une exécution comme ça, ils font mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, sur cette course-là, la 8, je sais pas si elle peut faire beaucoup mieux. Toi, Thibaut, t'as plus échangé avec, je crois, avec Sébastien Buemi notamment. Mais je pense que c'est un peu l'idée générale pour la 8, quoi. Non, mais ils font Toyota, ils font un début de saison à la Toyota qui est remarquable. Alors, je crois qu'à Imola, il y a eu un petit tête à queue et ils ont pas eu de chance avec un emergency fuel. Mais ils sont deuxième des deux championnats. Quand on voit les perfs, donc constructeurs et pilotes, quand on voit les perfs, c'est quand même assez étonnant. Ils ont effectivement fait la course parfaite. Après, ils prennent des risques. Le problème, c'est qu'ils ont une voiture qui est tellement lourde, tellement peu puissante, qu'ils ont plus de ce que les Anglais appellent la raceability. Ils n'arrivent plus à doubler. Ils n'arrivent plus à se défendre en ligne droite. C'est devenu très compliqué pour eux. Et au final, leur seul moyen de gagner des places sur la piste, c'est de tenter des coups stratégiques. Donc, c'est en fait dans la pit lane. Donc, ils font des undercuts, ils se mettent sur des séquences différentes de la concurrence, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire la différence. Et là, ils font quatrième. Le problème, c'est que je peux pas vous dire que qu'on avait la banane dans le clan Toyota samedi soir, parce que ils sont beaux être deuxième des deux championnats. Bon, déjà, comme tu disais, Laurent, Ferrari est très loin, mais surtout ils peuvent pas se battre. Et après la question qui se pose, c'est il y en a qui disent est-ce que Toyota et Porsche cachent leur jeu? Alors mais on en revient au calcul de l'établissement de performance pour Le Mans. Il n'y a pas d'intérêt. C'est un peu ce qu'on va vous rétorquer. On va vous rétorquer. Ouais, mais vous savez très bien que tout le monde cache un peu et que tout le monde va avoir une bonne boppe au Mans, même si on sait qu'elle n'est pas faite sur les manches du WEC. Non, mais on peut croire que c'est une tentative d'influence. Effectivement, c'est une tentative d'influence. Alors que, encore une fois, la BOP du Mans ne doit être faite normalement de ce qui est dit uniquement sur les paramètres d'homologation, pas du tout sur les performances des courses précédentes. Après, jamais je me serais attendu à avoir Toy et Porsche à 1 seconde 4 en qualif de Ferrari. Alors je pense qu'ils n'ont pas maximisé leur potentiel, il y avait peut-être 2 dixièmes à gagner, mais certainement pas beaucoup plus. J'ai l'impression que la Ferrari est particulièrement performante en qualif, peut-être que même son potentiel est peut-être sous-estimé par la BOP, mais en course, pour saluer la performance, comme tu disais, Pierre, de Toyota, au classement des 60% de meilleurs tours en course qui sont pris en considération pour la BOP et qui sont quand même assez révélateurs du potentiel d'une voiture, Toyota est antépénultième, juste devant Porsche qui est avant-dernier, et derrière, il n'y a que Aston Martin. Donc non, en course, les voitures n'ont pas été bien. Après, Toyota s'en sort mieux que Porsche, parce que Porsche, on ne peut pas dire qu'ils fassent le début de saison parfait. Notamment, on l'a vu à Imola, où ils n'ont rien tenté en stratégie en fin de course. Alors, il y a aussi peut-être un manque de réussite. Thomas Ladenbar le reconnaît, ils sont pas parfaits en course. Mais par contre, il a été clairement, voilà, on sait que les concurrents n'ont pas parlé de BOP, mais il a été très cash dans le communiqué de presse d'après course. Clairement, tout n'est pas entre leurs mains. Et il faut qu'il y ait quelque chose de fait qui est en dehors de nos mains, qui est en dehors de notre organisation. Et clairement, on sait très bien qu'il pointe du doigt la BOP. Moi, je comprends pas
Je comprendrais pas l'intérêt de cacher leur jeu, de cacher son jeu. En plus, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Hein. Moi, les gens me disent l'écart, il est trop conséquent pour qu'il soit pas volontaire. Moi, je pense qu'au contraire, il est trop conséquent pour qu'il soit volontaire. Ou sinon, c'est vraiment des piètres menteurs. Donc, je peux pas croire que la FIA et la CO tombe dans un panneau aussi gros. Maintenant, je pense que la CO et la FIA ont toutes les données en main pour analyser ce qui se passe. J'ai pas l'impression qu'ils puissent faire grand chose de mieux. C'est vraiment la soupe à la grimace. Et puis, ok, Le Mans, ça écrase tout. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'espère que voilà, et c'est le cas. Hein, le titre de champion du monde endurance prend de plus en plus d'importance. Mais Le Mans écrase tout. Et attendez, les Porsche, ils ont 14 points. 14 points au compteur. Mais arrêtez. Enfin, je veux dire. T'obtiens pas 14 points après 3 courses volontairement, alors que l'année dernière, c'est eux qui sont en tête du championnat avant d'arriver au Mans. Alors oui, l'année dernière, ils ont eu le titre ils ont eu le titre pilote, mais je peux pas croire qu'on balance comme ça une saison, qu'on essaye peut-être de maîtriser éventuellement le début de saison si on veut, éventuellement, en se disant, on refera son retard en deuxième partie de saison. Mais comme tu dis, Pierre, 136, Ferrari à 136, Porsche à 14, non, mais oubliez, Porsche c'est terminé les titres. Hein. C'est un peu ce qui est difficile à faire comprendre un peu aux gens. C'est une voiture qui domine l'année dernière alors qu'elle a pas, alors que c'est les mêmes pilotes, les mêmes voitures, les mêmes pneus, les mêmes circuits, les mêmes adversaires. C'est un peu compliqué. Je pense que la pilule, elle doit être un peu compliquée à faire passer du côté de chez Porsche. Alors maintenant, peut-être que du coup, que Ferrari, on sait que Ferrari, dans son discours, dit bien que l'objectif, c'est le championnat. Maintenant, comme tu l'as dit, Thibaut, le Mans écrase tout. Et quand tu peux ramener le trophée ad vitam aeternam à Maranello pour une troisième fois, je pense que tu vas pas cracher dessus et qu'il faut arrêter de dire que l'objectif principal, c'est le championnat. Et puis c'est quoi ces idées de se fixer les objectifs? J'ose espérer quand même que les concurrents à chaque course font leur mieux, non? C'est très bien. Enfin, je veux dire, oui, c'est l'éternelle question. Ça me fait rire. Ça me fait rire toutes des fois les titres d'interview, évidemment pour gagner. Heureusement que oui, exactement. Donc Le Mans pour objectif. Enfin, je peux pas croire que Ferrari, ils vont arriver au Mans en se disant bon, si on peut faire 5e, les mecs, c'est pas mal pour le championnat. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Hein. Donc j'y crois pas du tout. Après, comme tu dis, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que l'année dernière, les deux constructeurs sont les deux constructeurs qui se battent pour le titre constructeur et pour le titre pilote. Comme je disais tout à l'heure, les deux titres se sont joués dans la dernière heure des 8 heures de Bahreïn. Et là, ils sont aux abonnés absents. Meilleur résultat pour Toy, une 4e place. Meilleur résultat pour Porsche, une 8e place après 3 courses. Oui, c'est incompréhensible. En plus, on a de l'autre côté de l'Atlantique en IMSA, pour d'autres raisons qu'on a déjà évoquées, Porsche écrase tout. Oui, c'est compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Il y a eu des petites évos sur les voitures, mais normalement, les évos, c'est fait pour progresser, pas le contraire. Pour avancer un petit peu dans le sujet, que penser de la prestation aussi de BM, où il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et on voit le résultat final qui est quand même pas, je pense que c'est pas le résultat espéré. Alors on a vu quand même la raison, mais 10e place et un abandon. Oui, le résultat, il reflète pas la perfo. Hein. La 15, c'est d'entrée de jeu, elle perd du terrain, en fait. Il y a deux drive-through consécutifs. Ils prennent 2 drive-through consécutifs. Enfin, en deux ou 3 tours, ils passent 2 fois par la pit lane. Donc déjà, ça les met dedans pour la 15. On rappelle, les voitures étaient à 2 pilotes. Hein, Marcello et Magnussen d'un côté, et Freins et René Rast de l'autre côté. Donc déjà, la 15, si tu veux, elle est dans le dur. C'est un peu comme la Porsche numéro 5 avec, tu vois, l'incident avec entre Julien Lower et Sébastien Bourdet. C'est sûr que la Porsche 5, bon, elle est un peu dans la difficulté d'entrée de jeu. Après, la 20, elle est dans le coup hein, pour jouer le podium avec l'Alpine. Mais là, c'est un problème de frein. Ils n'étaient pas si inquiets, on va dire. Bon, mais ils ont quand même préféré retirer la voiture au vu du souci. Mais il n'y avait pas d'inquiétude majeure, on va dire, sachant que ça a été un des points qui a évolué notamment pendant l'hiver. Mais je pense que là, alors c'était la course à domicile, tu me diras, de WRT, donc forcément, on a espéré viser un bon résultat à domicile avant Le Mans. Mais je pense qu'il faut retenir avant tout la perfo et ce qu'a montré la BM numéro 20, en fait. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut clairement que WRT retienne de cette épreuve. Parce que la voiture, je pense, en perfo, c'est un peu comme l'Alpine, ce que tu disais, Thibaut. C'est très miroir, hein, les progressions de BM et d'Alpine depuis quelques mois. Et je pense qu'il vaut mieux retenir ça que un souci de frein effectivement qui est arrivé et les pénalités de la 15. Et alors apparemment ils disent que c'est pas lié, mais effectivement ils ont changé de fournisseur de frein durant l'hiver. C'est la petite Evo de la BM et pour l'instant ils ont été bien. Et oui, c'est quand même c'est une déception parce que c'est le constructeur qui avait marqué plus de points Imola. Les 6 heures de Spa réussissent vraiment pas à WRT. Mais comme tu dis, par contre il faut pas que ça occulte le niveau de perf de l'équipe et de la voiture depuis le début de saison. Avant Le Mans, c'est encourageant. On se souvient que l'année dernière,
Dries Vanthoor avait signé le meilleur temps des qualifs. Je veux pas que ça, faut pas que ça entache ce beau début de saison et tout comme Alpine, c'est des deux constructeurs qui surfent sur leur fin de saison 2024 et qui viennent de plus en plus chatouiller les trois mastodontes. Sur le plan comptable, sur la saison, c'est pas une bonne opération, clairement. Et il va falloir, en fait, ils ont fait presque l'inverse de Toyota, à savoir que Toyota, avec une voiture qui n'était pas perfo, a réussi à faire un bon résultat. Eux, ils ont fait le contraire. Il faut aussi, à un moment, il va falloir peut-être que les pilotes... je continue la comparaison. Les pilotes Toyota n'ont fait aucune erreur. Là, il y en a eu quand même eu de fait dans le clan WRT BMW. Donc ça, il va falloir corriger ça et ça dès les 24 heures du Mans. La prestation aussi de Cadillac qui met enfin ses voitures dans les points, est-ce que c'est encourageant aussi? Est-ce qu'on savait qu'il fallait laisser un peu de temps au temps avec la nouvelle association avec Jota? Est-ce que c'est en progression selon vous? Déjà pour la 38, ça a été la progression durant le meeting, parce que ça a mal commencé, mais vraiment pas bien. Et Thibaut, t'avais parlé avec Sébastien notamment, il y avait dès les essais, la voiture était pas, ça marchait pas en fait. On avait vraiment l'impression que ça marchait pas, quoi. Ouais, ils étaient à l'envers. Le premier jour, ils faisaient tous. Alors, la 38 avait un problème vraiment intrinsèque à la voiture, mais la 12 n'était pas dans le coup non plus. Par contre, ils ont vachement bien dressé la barre derrière, ils ont bien travaillé. Nous, Sébastien Bourdet nous disait à la fin de la première journée, il roule dans cette voiture depuis 2 ans, la V-Series R, et c'est la première fois qu'il se sentait pas confortable, si on peut dire, à son volant. Donc ça, c'était un peu inquiétant, mais ils ont bossé, ils ont réussi à revenir dans le droit chemin. Tu disais, Lolo, on parlait de BMW, WRT l'année dernière, la saison n'a pas forcément été facile, en tous les cas au début. Et je pense que c'est un petit peu le même scénario. Penser que une équipe d'exploitation et un constructeur qui ne se connaissent pas, la mayonnaise peut prendre tout de suite, c'est peut-être être un peu naïf. Et là, c'est pareil entre Jota et Cadillac. La Cadillac est quand même très différente de la 963. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à travailler avec Dallara. Il faut apprendre à travailler avec GM. Et c'est ce qui se passe. Ce résultat et cette montée en puissance durant tout le week-end que soulignait Pierre, ça arrive au meilleur des moments. Avant Le Mans. Il ne faut pas oublier qu'au Mans, l'année dernière, en course, la Cadillac avait été notamment, enfin, même quasiment uniquement, la numéro 2, avait été la LMDH la plus en vue. Elle a encore mené des tours le dimanche matin, avant que le splitter soit arraché sur un vibreur. Donc, je pense qu'en tous les cas, ce résultat, je crois qu'ils font 5 et 6, si je ne m'abuse. Exactement. Ça arrive à point nommé. Et si la BOP n'est pas déconnante, faut les attendre au Mans parce que voilà, on n'oublie pas que l'année dernière, Alex Lynn fait le 2e temps des qualifs, Sébastien Bourdel le 3e. Donc c'est un circuit qui va plutôt bien normalement à la voiture. C'est pas encore l'association Cadillac Jota comme tout le monde l'attendait, mais ça monte en puissance gentiment. Ce qui est quand même encourageant, c'est que pour faire un petit truc général, par rapport au classement, sur les 18 hypercars, il y en a quand même une douzaine, 13 qui finissent dans le même tour. Ouais, alors encore une fois, faut pas oublier qu'il y a eu les voitures de sécurité. Ouais. Mais je pense que le constructeur qu'on va aborder juste après, c'est Peugeot. Exactement. Et Peugeot, alors certes, une BOP très avantageuse, voiture la plus puissante, voiture la plus légère, mais ils ont joué devant. Un bon chrono en qualif. Ouais, mais alors vous êtes gentil, ils ont joué devant, mais on apporte quoi? Quel crédit on apporte alors qu'on a une meilleure BOP que les autres? On apporte quoi comme crédit à la perfo? J'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Alors oui, tout le monde me dit les constructeurs, ils ont signé pour ça. Oui, ils ont signé pour une BOP. Non, ils ont pas signé forcément pour le système actuel, mais à écouter la FIA et la CO, clairement, hein, tous les Technical Working Group qui ont abouti au système de BOP de cette année, globalement, la majorité, pas la totalité, des constructeurs y ont adhéré. Donc et forcément que Peugeot y a adhéré, une compensation à 100% au vu du niveau d'un FX8, c'est du pain béni pour eux, c'est évident. Moi, le seul truc, c'est encore une fois, ça me fait plaisir pour l'équipe qui se défonce pour avoir des bons résultats. Ce qui est presque frustrant, c'est qu'en fait, le jour où ils ont des chances de podium, parce qu'ils ont clairement eu les chances ils étaient en lutte pour le podium. Ils se sont complètement ratés sur la stratégie de la 93. Et ce moment à la radio avec Jean-Éric Vergne reste mémorable quand il demande à son ingénieur « Mais alors maintenant, je suis combien ?» Et puis qu'il lui dit 16e. Et puis à Jean-Éric Vergne qui fait 16e. Il est comme un fou. Et là, bizarrement, la conversation radio a été coupée. On n'a pas eu droit à la suite. Et il y a un accrochage de Matteo Jacobsen avec une BMW, si je ne m'abuse. Voilà, qui a raison de la suspension de la Peugeot. Donc très frustrant, honnêtement très très frustrant pour Peugeot. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que je te dise, ça fait partie du jeu. Le problème, c'est que quand ils ont changé de monde pneumatique, quand ils ont mis les rangs arrière, ils ne voulaient plus justement être dans cette fenêtre de BOP
qui les rendait BOP dépendants. Ils voulaient avoir plus de marge et hélas, c'est toujours le cas. Et c'est d'ailleurs la seule voiture dont la BOP ne change pas d'une course à l'autre parce qu'en fait, elle est tellement aidée et à contrario, la Toyota tellement étouffée que les instances ne peuvent plus rien faire et donc elle est même pas compensée à 100% cette voiture. Donc c'est pour dire, ils peuvent pas l'aider davantage. Ils peuvent pas. Donc on attend la nouvelle. Ouais, voilà, exactement. Alors, en tout cas, Thibaut, il y avait les instances dirigeantes de Peugeot, hein, à Spa en tout cas, avec monsieur Alain Favet, le nouveau directeur général de la marque. Et de ce qu'il en est ressorti dans l'interview, c'est qu'eux visent un engagement à long terme. Donc c'est bon signe. En plus, c'était le moment de briller, hein. La première présence de Monsieur Favet sur un meeting du WEC, donc c'était parfait. Voilà, maintenant, écoutez, il va falloir confirmer au Mans, va falloir voir ce qu'il en est avec cette BOP. En tous les cas, voilà, ils ont mené pas large après la course parce que clairement, c'était clairement une des meilleures opportunités qu'ils avaient de briller et ils l'ont pas saisi. Dernier constructeur, on dit quoi sur Aston? Encourageant, progrès, les deux voitures sont encore là. Si tu regardes la course d'Imola où ils sont à 4 tours et ici il y a une voiture à 1 minute 48, ils sont en progrès, factuellement. Ah oui, ils sont en progrès. Après, attention, donc il y a eu ces deux voitures de sécurité. Voilà. Et ce système de BOP dont on parlait, qui donc était, qui avait pour but, j'imagine, d'endiguer la domination de Ferrari qui était trop criante, mais qui permet aussi, il faut savoir qu'en tant que nouvelle arrivante, initialement, l'Aston Martin avait sa BOP qui était basée en fait sur la meilleure des voitures de chacune des 3 dernières courses, donc c'est quand même compliqué. Mais il n'y a pas de référence de la voiture en fait. Voilà, d'autant qu'au Qatar en fait, elle n'avait pas bouclé assez de tours significatifs pour que sa performance soit prise en compte. Donc par exemple au Qatar, les données qui ont été conservées, c'est celle de Ferrari, donc elle a été basée sur la Ferrari. Donc là, le fait que maintenant la BOP que la compensation constructeur soit basée sur les 2 meilleurs des 3 dernières courses, ça les a aidés parce que déjà ça a pris en compte leurs résultats d'Imola d'une. Et puis voilà, donc au final, leur compensation, on va dire, a été accélérée de 50%. Donc moi, je les attendais mieux. Honnêtement, je les attendais mieux parce qu'ils ont quand même eu un gros gain. On peut comparer les BOP, c'est quand même un gap assez colossal. La BOP n'est pas encore calculée uniquement sur les résultats de la voiture, donc je pense que c'est à Sao Paulo. Logiquement, la BOP sera calculée sur Spa et Imola, les résultats de l'Aston Martin de Spa et d'Imola, et pas non plus sur le meilleur de la classe. Qu'on pourra voir un petit peu le potentiel de la Valkyrie. Et ce sera intéressant au moment, puisque comme on le disait, la BOP est censée être basée uniquement sur les paramètres d'homologation. Donc on verra ce qu'il en est. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la voiture est fiable. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup d'erreurs opérationnelles. Et les équipages? C'est compliqué de voir pour le moment. C'est compliqué de voir parce qu'ils ne luttent pas avec les autres. Mais par exemple, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Tom Gamble quand il a signé parce que c'était peut-être l'un des moins connus. Mais pour le coup, je peux vous assurer que ce n'est pas le plus lent. On va passer à la catégorie LMGT3. Ferrari. Bon, on va encore parler. On va encore parler de Ferrari parce que là, c'est Ferrari qui s'est imposé. Est-ce que la course, selon vous, en LMGT3 était un petit peu moins, entre guillemets, intéressante ou palpitante que les 2 premières qui avaient quand même été plutôt disputées? Ou pas? Il y a peut-être eu un peu moins de bagarre vraiment pour les positions, on va dire, vraiment pour la victoire. Parce que, en fait, Vista F Corse fait une course parfaite quasiment avec les 2 voitures. Et c'est vraiment là où ça se joue, hein, sur l'exécution et zéro problème technique et vraiment surtout pour la voiture lauréate, hein, François Heriot et Simon Mann, ils ont vraiment fait le café. Et François Heriot disait après l'arrivée qu'il fallait rester aussi en dehors des embûches et jouer vraiment le long terme en fait et vraiment préserver les pneus. C'est ce que ça a été leur stratégie et elle a été payante puisqu'à la fin on a vu notamment Alessio Rovera revenir très fort une fois qu'il est monté dans la voiture et replacer la voiture aux avant-postes. Donc ils ont fait une course parfaite et de voir les 2 Ferrari sur le podium, oui, c'est aussi une... J'aime pas le mot revanche, mais c'est une petite aussi victoire pour la 21 parce qu'elles étaient bien placées à Imola. On sait comment s'est fini la course avec l'accrochage avec Valentino Rossi et c'est mérité en fait et depuis la fin de saison dernière et depuis le début de saison à mon avis. C'est entièrement mérité. Moi j'étais content pour eux parce que pour l'instant ils n'ont pas eu de bol.
autant au Qatar qu'à Imola. Et là ils ont fait une nouvelle fois le job et ils gagnent. C'est très bien. Voilà, c'est vraiment mérité. C'est construit. Ils ont un équipage qui est très homogène. Ils font tous leur boulot. On met beaucoup en avant forcément Alessio Rovera, qui est actuellement un des meilleurs pilotes GT3 de la planète. Bah, Alessio, en fait, pour l'instant, quand il est monté dans la voiture, c'est vraiment ses équipiers qui avaient fait la diff. Donc bravo à eux, c'est chouette et c'est pareil, ça tombe au bon moment. Ça va être vraiment intéressant de les suivre au Mans. On peut souligner aussi, je pense, la bonne course de la Ford, hein, enfin de Ford. Proton Compétition, qu'on a quand même rarement vu à la fête. Ouais. Avec une deuxième place, hein, quand même. Denis Olsen a été très bon. Bon, c'est pas surprenant, mais il a vraiment été très très bon. Et en fait, c'est le résultat d'ensemble de Proton. Ils font 2 et 4 en fait. C'est une Ferrari, une Ford, une Ferrari, une Ford. Et c'est à l'image de ce qu'ont fait les deux équipes en course, c'est-à-dire vraiment très peu dans les problèmes, dans les faits de course. Et ben, mécaniquement, ça joue pour surtout dans une course comme ça aussi où il y a eu pas mal de. Fallait rester en dehors des soucis et techniques, parce qu'on va le voir peut-être après avec d'autres, ça a beaucoup joué pour le classement LMGT3, mais Proton revient aussi au bon moment avec, on le sait, c'est une voiture qui sera... on l'a vu l'an dernier à son avantage parce que je pense que le circuit du Mans sied bien aux caractéristiques de la Ford avec son gros moteur. Sur un circuit aussi où il faut du moteur à Spa, ils ont prouvé que la voiture était dans le coup. Donc c'est bien, franchement c'est bien de voir ces équipages-là avec des pilotes qu'on connaissait très peu en endurance. Hein. Je pense à Bernardo Souza qui est plus connu pour le rallye notamment, mais qui montre que finalement c'est plutôt encourageant. Donc non. Bravo et à F Corset pour l'exécution et à Proton pour ce qu'ils ont montré sur la course. Après, voilà, on a vu déjà l'an passé, hein, le seul podium de la Mustang en mondial, c'est au Mans, sur un circuit de ligne droite. Clairement, c'est pas une voiture qui aime les courbes rapides, hein, de par son architecture, si on peut dire, de par la façon dont elle a été faite. Et par contre, quand elle est dans la ligne droite, il y a des gros freinages, tout ça, là, elle est à son aise. Et ils l'ont prouvé, donc c'est bien. Et derrière, voilà, comme disait Pierre, l'équipe et les pilotes ont fait le job, la voiture a été dans le coup. Il va falloir bien évidemment les attendre au Mans parce qu'ils l'ont prouvé l'an passé et la voiture elle est fiable, donc ce sera très intéressant. Juste une petite précision parce qu'il y a eu la 21 qui gagne. Ils ont quand même un drive-through en début de course parce qu'ils sont sur un emergency pit stop, ils sont restés un peu trop longtemps connectés pour l'essence, pour le plein, plus de 8 secondes. Et ça leur a coûté effectivement en début de course, mais au final ça n'a pas impacté le résultat final. C'était pour préciser que la course n'a pas été tout à fait parfaite, presque. Sachant qu'en plus la 21 termine avec 40 secondes d'avance, oui, sur voilà, la numéro 90. Non, mais Alessio Rovera a fait une fin de course vraiment canon, quoi. Et comme dit Thibaut, il était mis sur orbite par la prestation des deux pilotes, de François Hériot et Simon Mann, qui ont vraiment fait le travail, eux, en piste parfait, quoi. La différence entre Imola et Spa pour les BMW M4 du team WRT qui était sur une autre planète à Imola et qui était totalement posé en Belgique. La BOP Ah, la BOP. Alors, la petite différence, petit rappel d'ailleurs par rapport à la BOP, il faut savoir que ça n'a pas changé en MGT3, ils prennent toujours en compte les 3 dernières courses et qu'il ne faut pas oublier qu'en hypercar, pour la compensation constructeur, en plus de la moyenne des 60% de meilleurs tours en course, ils prennent les 10 meilleurs tours en course et ça, c'est pas le cas non plus en MGT3. Il y avait quand même un écart quand même, hein, notamment aux essais. Les BM étaient quand même très loin. À l'arty, il est pas mal, je crois, en essai, non? Là, il passe en hyperpole. Après, il faut pas oublier qu'il y a aussi Il faut pas oublier aussi. Hein. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont la 46 est impacté. Bien sûr, par il y a le succès, c'est ce que j'allais dire. Il y a le succès handicap lié à la deuxième place d'Imola. Hein. 12 kilos. Donc ça, c'est pas. On va y venir après. On voit que ça impacte les voitures. Ça n'est pas négligeable et ça explique en partie certainement le fait qu'ils étaient en retrait. Si on prend la suite du classement, Thibaut, on voit que les voitures qui sont impactées par le succès handicap, elles ont été vraiment en piste, parce que 18 kg pour la 78, 18 kg aussi pour la Porsche 92 du Mante First Form et aussi les McLaren et alors les Corvettes sur lesquelles on va revenir qui ont été... les McLaren c'est encore un peu différent parce qu'elles ont vraiment pas eu de chance dans le peloton, mais alors les Corvettes ça a été transparent. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ces fameuses Corvettes?
Mais c'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux demander à Ben Keating? Non, mais c'est le cas depuis le début de la saison. Enfin, ils ont gagné Ils n'ont pas gagné au Qatar parce qu'ils étaient les plus performants. Hein. mais clairement pas. Et oui, Ben Keating, il peste parce qu'il dit on fait plus de la course en fait. Il est passager de sa voiture, il attend que ça se passe. Et aujourd'hui, en début de saison, tout le monde disait ça va être clairement la voiture à battre. Bon bah voilà. Alors oui, Corvette a effectué une bonne fin de saison 2024. Alors est-ce qu'il le paye là cette année? Encore une fois, comme on en parlait pour Toyota et pour Porsche en hypercar. Mais là ils sont aux abonnés absents. Et quand on voit l'équipage de la 33, honnêtement, oui, on va pas se mentir, c'est les grandissimes favoris pour le titre. Ben Keating, Johnny Edgar et Daniel Juncadella. Ben Keating, c'est un des meilleurs bronzes du plateau. Johnny Edgar, on va pas se mentir, c'est sa dernière année en silver. C'est pour ça que les concernés pestent. Alors là, il n'y a pas que Success Handicap, parce que la 81 non plus, elle n'est pas au top. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'il y a une équipe qui est mal récompensée des efforts fournis et de la prestation en essai? C'est l'équipe de Jérôme Polican, l'équipe Acodis ASP, quand même, qui est passée plus de fois en hyperpole cette année que sur toute la saison, qui fait une pole avec sa voiture et qui finalement, ça a pêché un peu en course. Ils ont un pépin sur la 87. Bon, là, c'est une pompe à essence, donc voilà, là, c'est vraiment le problème mécanique. La 78, ils sortent avec le feu rouge. Et donc, mais mécaniquement, c'est pas bon puisqu'ils sont obligés de faire un drive-through derrière. Donc, si tu veux, pour la 78, bon, faut évacuer le problème, le cas de la 87 qui vraiment là est purement mécanique. Hein, mais la 78, c'est sûr que cette sortie de pit lane au feu rouge, bah oui, ça, avec la pénalité derrière, ça tourne pas en leur faveur. Mais il faut, un peu comme WRT en hypercar, je pense qu'il faut que les troupes de Jérôme Polican retiennent un peu plus l'aspect performance. Déjà sur un tour, on a vu que ça allait vite en qualif. Peut-être que là, sur la durée, la dégradation, c'était peut-être pas encore ça. Mais je pense que c'est encourageant pour les 24 heures du Mans, pour une course où l'an dernier déjà on avait vu quelques progrès, quoi. Spa, c'est un circuit qui est très énergivore. Hein. On sait que de par la voiture, les pneus, la dégradation des pneus, c'est pas le point fort de la Lexus. Et d'autant plus cette année avec le resurfaçage qui avait été opéré, qui avait été un paramètre à étudier. C'est vrai que les pilotes disaient, on a plus de grip, donc on met plus d'énergie dans les pneus. Donc oui, forcément, pour les voitures qui sont un peu demandeuses en pneus, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Je pense que pour Acodis, voilà, moi, le bilan que je tirerais, c'est comme WRT en hypercar. C'est sûr que tu regardes le résultat comptable, il est pas fou. Mais la prestation de performance est plus intéressante. C'est une mauvaise opération clairement au championnat, mais non, il y a les pneus, ils ont joué. Maintenant, il faut pas oublier comment c'est assurément l'un des circuits l'année dernière où la Lexus avait été le plus à son aise. Donc, ce sera intéressant de voir. Et en tous les cas, l'équipe fait plutôt du bon boulot. Ils ont des équipages qui sont au niveau, ce qui n'était pas forcément le cas l'an dernier. Donc voilà, attendons de voir ce que ça donne. Premier podium à Imola, première pole à Spa, ils sont sur une bonne dynamique. Et Finn Gertitz, c'est encore très fort. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire. Finn Gertitz, franchement, c'est un peu la révélation. Je pense Ouais, je pense que Jérôme qui est quelqu'un qui étudie de fond en comble les catégorisations de pilotes pour essayer, évidemment, comme doivent faire toutes les autres équipes, trouver le meilleur bronze et le meilleur silver. Je pense que là, sur deux des pilotes de l'équipe Acodis ASP, alors Finn Gertitz pour le silver et Petru Razvan-Umbrarescu pour le bronze, je pense que Jérôme s'est pas trompé. Mais souviens-toi, alors dans des cas de figure vraiment qui n'ont rien à voir, souviens-toi quand il a pris les Félix Rosenquist et Raffaele Marciello qui arrivaient de la monoplace, il nous a tout de suite dit ça va aller très 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 vite. C'est vrai. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. Là tu parles de pilotes pro qui étaient en reconversion entre gros guillemets. Dès qu'ils étaient montés dans la voiture, ils nous avaient dit ça va aller très 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 vite. Bon, je pense que le bilan, notamment pour Raffaele Marciello, puisque Félix Rosenquist est revenu en monoplace, mais maintenant je pense qu'au vu du palmarès de Lelo, Jérôme, quand il voit un pilote qui tout de suite il sait si ça va marcher ou pas, et il se trompe rarement. Et ça se vérifie encore. Pour continuer du côté des Porsche, c'est un peu plus. Moi, je dis bravo parce que on parlait du Success Handicap. C'était Manthey Racing, Manthey First Form a gagné à Imola et ils se sont très bien comportés à Spa quand même. Donc certes, ils font que 7e,
mais c'est quand même. Ils ont encore été, encore une fois, dans le coup. C'est vraiment, vraiment, vraiment une équipe sur laquelle il va encore falloir compter. Moi, honnêtement, quand j'ai vu leurs équipages cette année, j'étais un petit peu pessimiste parce qu'ils perdent quand même Malikin, qui était quand même un bronze de luxe, qui est maintenant est silver. Puis ils ont fait une saison l'année dernière, je crois qu'ils ont quoi, 4 victoires sur 8, dont Le Mans, le titre, enfin ils ont tout. Et là, honnêtement, ils sont vraiment présents avec leur porte-bonheur, Richard Litz qui est toujours là. Je pense qu'ils vont vraiment être présents au Mans. Et ils sont quatrième du championnat. C'est le championnat, par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il est très serré. Oui, Donc contrairement à l'hypercar, oui. Corvette avec la 33 qui est toujours en tête avec 44 points, 4 points devant la Ferrari numéro 21. Il y a la Codis qui est troisième avec 38. C'est quand même très très serré. Et puis surtout, on a plein de constructeurs différents. C'est-à-dire qu'on a Corvette devant Ferrari, devant Lexus et devant Porsche. C'est chouette. Et voilà, il manque notamment McLaren qui a, comme tu disais, Pierre, qui a vraiment pas eu de bol avec deux accrochages, c'est sûr. Ouais. Vraiment là, eux, ça a été la course sans, mais pas de leur faute, quoi. Là, clairement. Et il y a Aston Martin qui fait 5 et 6 et à la 6e place de Racing Spirit au Léman. Donc tout ça, je pense qu'on va mettre tout ça dans un saladier, on va brasser le tout et on va voir ce que ça va nous donner aux 24 heures du Mans, parce que c'est quand même la preuve majeure, donc on va voir si les cartes vont être modifiées. Ouais, exactement. Prochain rendez-vous, comme dit Thibaut, là on part d'une feuille, enfin c'est pas on part d'une feuille blanche, mais on oublie les résultats qui ont été accomplis depuis le Qatar et on part pour 24 heures, enfin bon, en plus avec la semaine avant. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. De toute façon, on va pas se mentir, hein, tout le monde aujourd'hui est pendu à la BOP. Exactement. En fait, c'est ça le problème, c'est que tant que, on pourra questionner les équipes à ce moment-là, ils vont te dire, Officiellement, c'est censé être la même BOP que l'an dernier, hein, puisque c'est les homologations de paramètres. Alors voilà, il y a eu des petits jokers sur toutes les voitures en hypercar notamment, hormis la Toyota. Mais c'est censé être des homologations de paramètres. Donc, voilà. En GT, en LMGT3, il y a aussi l'inconnu Mercedes. Et c'est bon. Pour l'instant, complètement à côté de la plaque. Ouais, ça pédale un peu dans la smoule. Ouais, c'est très très compliqué. Alors est-ce que voilà, il faudra voir un peu comment se passe l'association Mercedes Iron Links. Il y a tous ces gestions d'énergie, ces couples-mètres qui sont nouveaux. Hein. Jérôme Polican nous l'avait expliqué l'année dernière avec Alexus. Il faut qu'ils s'y fassent. Hein. Ça, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'ils ont les équipages qui vont aussi la question se pose. Là, ils avaient quand même 3 rookies en WEC dans les équipages. Ils préparaient clairement Le Mans. Il faudra voir ce que ça donne au Mans. Mais voilà, en tous les cas, pour revenir sur Le Mans, c'est encore une fois, on est censé avoir une BOP qui devrait être très similaire à l'an passé. Pourquoi la CO et la FIA ont décidé de changer le système de BOP cette année au niveau de la compensation constructeur? C'est parce qu'ils estimaient que les LMH avaient encore un avantage sur la LMDH. Ce qui peut paraître curieux puisque l'équivalence des plateformes avait été annulée avant Le Mans l'année dernière parce que tout le monde estimait qu'elle était très correcte. Donc c'est un facteur qui n'entrait plus en jeu. Et là, finalement, ils ont décidé de modifier. Donc je ne serais pas étonné que la CLFIA accorde un petit plus au LMDH parce qu'on sait que l'année dernière, Ford et Cadillac s'étaient notamment plaints de ne pas avoir pu jouer avec Ferrari et Toyota dans le Money Time. Donc voilà, à voir ce qu'il en est, mais officiellement, la BOP, c'est censé être la même que l'an passé, à la différence près des jokers que les différentes voitures que différents constructeurs ont greffé à leurs autos. Rendez-vous au Mans, les amis? Eh ben, on a hâte. Rendez-vous au Mans et on fera de toute façon, j'espère qu'on pourra faire quelques rendez-vous Track Limit by Minerva Oil en termes de podcast durant la semaine des 24 heures du Mans, notamment après la journée test pour essayer de tirer le premier enseignement. Et puis voilà, rendez-vous au Mans. Laurent, il faut aussi nos lecteurs du site, on vous encourage, on travaille dessus en ce moment. Vous nous avez posé la question, oui, il y aura un guide des 24 heures du Mans qui est en cours de rédaction, conception. Et comme l'an dernier, vous aurez toutes les informations pour bien suivre et pour suivre au mieux la course. Et ce sera encore une fois en format numérique qui sera remis à jour durant la semaine. Donc, comme l'an dernier. Et gratuit. Il n'y aura pas de changement pour récupérer ce guide sur lequel on travaille et qui sera disponible un tout petit peu avant le début de la semaine Mancel. Pas mal de sujets qui sont dedans et vous verrez, on a essayé d'améliorer encore un petit peu plus le produit. Merci messieurs et rendez-vous au Mans.